Je ne suis pas descendant d'esclaves. Je suis descendant de nègres marrons, parce que si je suis descendant d'esclaves, je suis né esclave, je vais mourir esclave. Je suis descendant de nègres marrons, Rasta est descendant de nègres marrons. Rasta même c'est un homme du passé qui vit dans le présent pour marcher vers le futur. C'est là s'il y a... So much confusion, so much misconception surrounding Rastafari children and his doctrine. Drogue, sexe, violence. Voici les clichés collant à la peau des Rastas, relayés par des artistes controversés, porteurs de Natidoids. La communauté Rastafari de la Martinique s'exprime sur ses conditions de vie, de l'apparition du mouvement à nos jours. Si on considère que le mouvement Rastafari est une religion, il reposerait sur la divinisation du néguste Haïlé Sélassié. Ce mouvement serait apparu suite à l'annonce de Marcus Garvey en 1927 qui proclama « Tournez les yeux vers l'Afrique où un roi sera couronné car le jour de la délivrance est proche. » En 1930, Tafari Makonnen est effectivement couronné empereur d'Éthiopie et reçoit le nom d'Haïlé Sélassié Ier et les titres de roi des rois, seigneur des seigneurs et défenseur de la foi chrétienne. Mais c'est en plongeant dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse que l'on comprend l'importance de ces titres. Juda est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, en Éthiopie et dans les îles de la mer. Voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le 21 avril 1966, l'empereur Haïlé Sélassié se rend en Jamaïque, où il reçoit la communauté Rasta. Dix ans plus tard, le mouvement fait son apparition en Martinique. Chacun recherche une identité la plus authentique qui soit. Et donc cette recherche est extrêmement diversifiée. Dans tel domaine religieux, dans tel domaine de pratique sociale. Et donc a émergé donc à la Martinique, j'ai envie de dire presque tout à fait naturellement, puisque la Jamaïque n'est pas loin de nous. Et donc tout à fait naturellement, un certain nombre de Martiniquais ont pensé, en étudiant justement l'histoire du mouvement Rastafari, que ça pouvait être une religion dans laquelle ils trouvaient un certain nombre de valeurs qui leur convenaient. Cette année, ça va faire 30 ans que le mouvement Rastafari est devenu un mouvement public en Martinique. En 1979, donc, il y a eu des événements assez douloureux. Donc des frères ont été mis en prison, un frère s'est suicidé, soi-disant. Madame Lacrampe, mère de famille, 14 juillet, perd la vie sur la savane. Plus tard, Thierry Rodoni assassiné 2 balles dans le dos pour avoir mangé le mango sur une propriété d'un métropolitain. C'est à l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing. En Martinique, il y a une forme de répression qui s'est installée à un moment. Et il y a une équipe de jeunes qui s'est retrouvée en prison sous de fausses inculpations. Mais il y a des faits qui se sont accélérés. Pendant que ces jeunes étaient en prison, il y a un qu'on a suicidé, qu'on l'a pendu dans la prison. On l'a gazé
Et on l'a accusé de s'être pendu comme ça, assis. Donc on ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait se pendre assis. Moi j'étais en prison juste parce que j'ai porté des dreadlocks, ce qui n'était pas quelque chose de bien vu par le système qui était en place. Et il y a beaucoup de gens dans ma jeunesse qui ont pensé que c'était l'optique qu'il fallait adopter pour pouvoir revendiquer leur côté rebelle, le côté qu'ils n'acceptaient pas le système. Donc c'est comme ça qu'il y a les premières colonies, les premiers petits groupes de Rastas se sont formés. C'est plus formé à l'entour du nègre-marronisme. C'était les Black Panthers, c'était les Black Mulzim. Et avec le mouvement, il y avait une autre façon de se battre, c'est-à-dire se former soi-même et porter des éléments à nos frères et sœurs, à nos enfants et au peuple même, pour qu'ils puissent voir le chemin. C'était en juillet 1980. Donc j'ai secoué à Sainte-Marie-Bezaudun et là il y avait une petite communauté, toute petite. Et nous on est arrivés deux. Et là on a construit un petit ghetto sur de la terre battue avec des pieds de glycéria comme poteau, de la tôle. Et puis on l'a pris là. Et il y avait très peu de races dans le pays. Tu avais quelques frères à Sainte-Marie, tu avais quelques frères aux Trois-Îlets, et puis peut-être un ou deux frères à Sainte-Anne, un ou deux frères je ne sais où. La communauté a connu de nombreuses difficultés dès ses débuts en Martinique, avec entre autres son assimilation à des marginaux, porteurs eux aussi de dreadlocks. Et à l'époque, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'anglophones qui avaient fait des cas en Martinique. Et on a assimilé ça à Rastafari. Bon, le problème, c'est que qui a des locks n'est pas forcément Rasta. Donc il y a aussi ce que nous appelons les wolves, les loups. Il y a eu des gens qui ont été dans les bois aussi, mais qui n'ont pas été dans le même état d'esprit. Et ça a amené à confusion quand même. Ça a prêté à confusion. Donc tout le monde était comme Rasta, c'est Rasta qui fait, c'est Rasta qui a fait, c'est Rasta qui a fait. Quand on dit quoi on Rasta, pas même demander ce qu'a fait là, c'est tuer et puis demander ce qu'a fait là, ça a été qu'a fait là après. C'était dread, ouais, parce que moi j'ai vu que ces temps-là, et puis on avait été obligé d'aller vivre dans les bois, c'est là seulement nous tenions un type. Et malgré ça, on était monter juste là, pour que ça traîner, nous descendre parce que nous avons des pieds marijuana. On a pris la force dans la montagne parce que la montagne nous donnait tout. Elle nous donnait la nourriture, elle nous donnait la force de la terre parce que c'est quand tu mets griffantais que tu as la force. On étudiait la Bible régulièrement, tous les jours. On découvrait, en fait, on était au b.a.-ba de tout. Et on écoutait Bob tout le temps. C'est Bob Marley au départ que moi j'étais moi nèg qui teni grand chivé, mon père savait nèg teni grand chivé, comme moi premier nèg là teni grand chivé, m'a dit oh qui ça calé là. L'artiste le plus connu du reggae, c'est-à-dire Bob Marley, a été lui-même un adhérent. Et donc, par conséquent, ces chansons ont été des vecteurs de la connaissance donc, du mouvement Rastafari. Si tu veux, Martinique, on est un berceau, on est un causeur, on a la salsa, le soul music et tout. Mais il y a cette musique consciente, le reggae. C'est une musique qui parle d'autre chose. L'essor de la musique reggae a joué un rôle important dans l'expansion du mouvement en Martinique, notamment en véhiculant ses valeurs. J'aime aussi on va dire, non politiquement correct du reggae, c'est-à-dire la facilité à tout dire, à dénoncer des problèmes très graves et autant identitaires que sociétaux. Cette musique, c'est une arme spirituelle. La musique, on peut convaincre quelqu'un jusque là-bas sans l'avoir vu de face. Vu qu'il y a un système économique qui s'est développé à l'autour de ça et qu'il faut parier au plus précis, il faut faire de l'argent au plus vite, il faut envoyer le maximum de jeunes devant qui font une année, après on ne les entend plus, il y a une certaine phénomène de mode. On est maintenant dans une tendance aujourd'hui où c'est extrêmement hardcore, c'est le dancehall. La musique a une influence pas sur le mouvement mais sur la jeunesse en général. Et autant cet effet peut être extrêmement vertueux et positif lorsqu'il te parle de paix, de justice, de choses comme ça. Lorsqu'on rentre dans des choses plus brûler Babylone, des choses comme ça, ben déjà le message il est mal interprété par ceux qui ne le comprennent pas parce que c'est comme une agression à l'oreille. Et là je dis
l'impact il n'est pas terrible à ce moment-là. Dites-leur que le feu c'est la purification. Tout ce qui dit avec sa dôme. Et je brûle www.macomé.com. Il faut prêcher pour sa paroisse et en plus c'est sincère. Nos DJ locaux, alors moi c'est les Féfé Typical, les Strika, eux ils ont des messages, voilà. Voilà, moi ce que j'appelle le reggae quoi. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal. Et cela me heurte, cela me blesse, cela me fait mal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abou Jamal comme s'ils étaient insensibles à nos nombreux appels. Le mouvement Rastafari était connu grâce à la musique, grâce à travers Bob Marley qui sort du ghetto. Et le fait qu'il sorte du ghetto montre bien l'origine du mouvement, ce mouvement qui sort d'une souffrance et qui est transcendé pour faire évoluer la pensée générale du monde. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Maintenant les gens s'en rendent compte, les gens disent ah le système il est pas bon. Et c'est un peu ce que Rasta disait au début. Quand il disait prenez conscience de ci, prenez conscience de ça, le système veut vous amener là, regardez nous on vit, on boit, on mange, et pourtant on n'est pas dans le système. C'est le système qui nous pousse à nous découvrir. Parce qu'on ne nous a pas essayé de nous comprendre, donc on nous a acculés sur nous-mêmes. Et cette façon de nous avoir acculés à nous-mêmes nous a amenés à une recherche intérieure. Et on a commencé à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas sur notre histoire, notre culture, notre identité, sur le système véritablement. On a découvert cette attraction avec la terre, on a découvert la magie de la terre aussi, parce que nous sommes de la ville, on ne connaissait pas cette magie de planter un truc et de le voir se revenir en multitude. Je plante ce que je mange. À l'heure actuelle, je suis en train dégrainer des graines de soja. On plante le soja pour en extraire le lait, enfin la boisson à base de soja qui remplace le lait de vache. Avec ce lait, on fait un fromage qui s'appelle le tofu et avec ce tofu, on fait un steak à base de soja. Donc vous voyez, derrière ça, il n'y a pas seulement le système économique, mais il y a le système d'autodétermination. C'est-à-dire que si le bateau n'arrive pas, Rasta vit comme toujours. Il y avait une grève ces temps derniers. Rasta ne criait pas. Rasta était dans la rue parce que le système social n'accepte pas les Rasta. Mais Rasta mangeait. Rasta fait steak, Rasta fait son lait, Rasta plante, Aïtal, Rasta vit. C'est d'abord une révolte contre la société, un refus en particulier, comme je vous le disais, du colonialisme, hein, et bien entendu des idées coloniales, de l'exploitation coloniale. C'est également, on va dire, bien entendu, une recherche identitaire. Et cette recherche identitaire, comme je le disais, c'est l'élan vers l'Afrique. Puisqu'avant, quand on parlait de l'Afrique, nous on voyait Sénégal, on voyait Mali, on voyait des hommes en train de danser à demi nus dans des tribus. On avait une caricature de l'Afrique. Et avec l'Éthiopie, on se voit, non, il y a autre chose. En fait, que nous, on était athées, mais qu'on n'avait pas. On était athées parce qu'on ne connaissait pas notre histoire. Nous, en allant vers l'Afrique, nous sommes arrivés à la spiritualité. Justement, par la voie du Rastafari, on a vu que notre identité culturelle passait par notre identité spirituelle. C'était pas un truc dissocié. Les jeunes qui sont aujourd'hui, par exemple, s'ils aimaient les Malcolm X, je sais pas, des trucs comme ça, après ils sont obligés d'aller vers le spirituel. Pour ce moment, ils sont obligés d'être dans l'état où ils sont, le concept rebelle qu'ils sont. Tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris n'est pas forcément... Enfin, ne me convient pas en tout cas, personnellement. Le système est très difficile à vivre en fait. Et bon, c'est vrai que les jeunes se sont amenés à justement des violences, à des choses comme ça. Je ne veux pas être complice du génocide que tu prépares. Tu nous donnes et tu nous taxes et les prix ne font qu'augmenter. Les modèles que tu proposes ne peuvent pas nous intéresser. C'est tout pour toi et les autres sont opprimés. C'est notre énergie que tu puisses pour t'alimenter. Par un cortège de maladies, tu veux nous récompenser. Comment ne veux-tu pas qu'on se lève pour se révolter? Quand je suis un descendant d'esclaves et le bazar débordé. Quand
J'ai reconnu l'exploitation que je subis toujours. Je me suis refusé à l'intégration, m'intégrer dans ces institutions-là, vous voyez, sociétales européennes. Je ne peux pas aller travailler le jour du sabbat pour le système, donc les freins, certains préjugés qui sont institutionnels. Le monde a fait du jour du sabbat un jour de repos, le plus grand jour de négoce, le plus grand jour de commerce. On paye des gens, on met des sociétés de réinsertion, des trucs pour portage repas à domicile, mais il faut payer. Et ça fait marcher le système Babylone. Mais on fait, qui c'est qui fait ça gratuitement? Madame Love seulement, et on l'a foutu dehors de là où elle est. On parle de justice, de paix, de pardon, de tolérance, mais on parle de ça. On a tué Gandhi, on a tué Marley, on a tué Marcus Garvey, on a tué Kennedy à cause de ça. Mais le système, il ne veut pas reconnaître qu'il y a des gens qui veulent faire des choses. Jusqu'à présent, ces gens travaillent dans cette même optique. Ce qu'on voulait, c'est les terres pour planter, pour entrer dans la conscience de l'autosuffisance, puisqu'on n'avait rien et tout. Il n'y avait pas les avantages sociaux qu'il y a maintenant. Mais ils ont préféré nous poursuivre en pensant que nous voulons inonder la Martinique avec de la marijuana. Le cannabis sativa, ou chanvre indien, appelé aussi marijuana, ganja ou encore localement maca, fait partie des drogues douces prohibées par l'État depuis le début du XXe siècle. Son utilisation est cependant largement répandue dans le mouvement Rastafari. Nous avons été persécutés tout le temps à cause de la marijuana, alors que notre motif n'était pas de planter de la marijuana, c'était d'entrer dans un concept d'autosuffisance. C'est que nous sommes dans un pays où la drogue fait des ravages. Et donc, il se trouve que la pratique et l'usage de la ganja est quelque chose qui est donc pour les Rastas quelque chose de sacré. Vous avez le problème entre ce qui est interdit, illicite, c'est-à-dire l'usage de la drogue, et en même temps le fait que pour un mouvement religieux, il se trouve qu'on utilise précisément la drogue pour en quelque sorte aller plus au profond de sa spiritualité. Donc il y a là quelque chose de contradictoire et bien entendu pour cela aussi les Rastas donc sont quelque peu marginalisés et critiqués. L'arbre ça ouvre l'esprit, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre qui te montre, ça te montre le bien et le mal. Dieu a mis à notre disposition toutes sortes d'herbes. Les amis, elles peuvent être utilisées de diverses manières. L'herbe qu'on appelle cannabis peut être fumée. Elle nous sert notamment à booster notre méditation. Donc, c'est le rôle qu'elle joue. Ça n'est pas une composante essentielle du mouvement. Nous, on dit franchement, on n'est pas des drogués. Bon, je sais déjà, c'est pas tous les Rastas qui fument, même si la plupart le fument. Moi, je connais des Rastas qui ne fument pas. Ils sont pleinement Rastas. C'est un tout. Ça fait partie de la spiritualité Rasta. On se borne à dire que Rasta est celui qui véhicule la drogue. Tu vois ? On parle plus de ça que du crack. Qu'on arrête de véhiculer cette fausse image qui nous salit, qui nous ternit. Parce que tel que vous nous voyez, je ne pense pas qu'on est des êtres de perdition. Nous ne pouvons pas fumer de l'herbe et boire de l'alcool. Par contre, nous observons qu'il y a une confusion aujourd'hui parce que tous les gens qui fument, ils boivent. L'herbe est faite pour nourrir le Saint-Esprit qui nous habite. Et l'alcool est fait pour nourrir l'ego. Alors l'alcool, quand ils nourrissent l'Esprit Saint par là et ensuite qu'ils nourrissent l'ego, ils sont dans une confusion. Et c'est logique qu'ils ne trouvent pas la stabilité qu'ils devaient trouver en fumant de l'herbe. Mais ça ne vient pas des Rastas parce que les parents nous avaient toujours dit pour le suivre qu'on aille monnaie. Le problème du regard, c'est que l'une des caractéristiques, j'ai envie de dire, de la figure même du Rasta, je vais employer un mot un peu compliqué, mais qui me semble plus juste, de la visagéité du Rasta, la manière dont il présente son visage, sa face. C'est évidemment, vous le savez, la présence de l'ox. Il y a les dreads, comme une coiffure africaine, comme une coiffure noire, les locks. Et puis il y a le rasta qui fait un vœu, ce qu'on appelle le vœu nazir, qui porte des dreadlocks. Je les laisse pousser parce que c'est comme ça qu'ils sont et je n'ai pas forcément besoin d'avoir les cheveux défrisés pour me sentir bien. Donc c'est un peu
Un peu pour dire on stop à tout ce qu'on nous a déjà donné sur défriser les cheveux, sur avoir les cheveux plats. Pour moi, c'est comme ça que j'affirme aussi mon africanité. Et puis pour moi aussi, les locks, c'est aussi, enfin en tout cas pour moi, c'est aussi une sorte de signe de résistance. Tu vois, résistance aux stéréotypes, aux préjugés, aux archétypes. Ben, les duets par rapport au vœu de Nazarien qui est marqué dans la Bible, on te dit comme quoi quand tu laisses croître tes cheveux, c'est plus force, puisqu'on a regardé le film Samson aussi, tu vois. C'est dit Samson et Dalila, là, quand il avait ses cheveux, c'était le tout-puissant, la force, tu vois. Puisque nous, avant, on avait les cheveux, autant des hippies, on ne faisait pas de locks, on faisait des cheveux comme les Français, la queue de... trucs comme ça. Et l'histoire nous a appris que les black men, ils avaient une façon de porter les cheveux longs. C'est pas obligé d'avoir des locks pour avoir la pensée. C'est une manifestation de l'image de Christ, Rastafari. Bon, l'histoire, ce n'est pas une histoire de locks, c'est pas, vous voyez, c'est une histoire de foi et d'œuvre aussi. Quand nous sommes, s'il a la foi, il n'a pas de locks, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y a des frères qui n'ont pas beaucoup de locks, qui n'ont pas des locks, qui ont très peu de locks, qui sont chauves, qui ont perdu des locks. On a tout type de cas. Morgan Héritage dit Don't have duet to be Rasta. On n'a pas besoin d'avoir de locks pour être un Rasta. Mais un Rasta a des locks. Sans quoi, c'est pas un Rasta. Quand il passe dans la rue, tu regardes, hey, le monsieur. Mais là, c'est un Rasta parce qu'il a des locks. Tu peux pas savoir s'il croit, s'il prie, s'il fait de l'agriculture, s'il vole, s'il manque, s'il tue. Mais c'est un Rasta parce qu'il a des locks. Donc maintenant, le truc est devenu une mode. Il y a des dreadlocks et il y a des Rastas. Donc les Rastas, ils sont là avec nous, mais ils ressemblent aux dreadlocks. Et les dreadlocks sont là avec nous, mais ils ressemblent aux Rastas. Les locks même, c'est la consécration, c'est le vœu de Nazarien. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans le nom 6, il est écrit que l'homme qui va se consacrer à son Dieu devra laisser couper ses cheveux. Ni rasoir, ni ciseaux, ni peine ne devra se passer sur sa tête. Mais il y a tellement d'apparence maintenant qu'on voit qu'on peut dire que Rasta traîne, Rasta fait ceci, mais le vrai Rasta même, on va le reconnaître par ses œuvres. Parce que c'est par les fruits qu'on reconnaît là, mais c'est par les œuvres de frères qu'on va le reconnaître. C'est un vrai Rasta. Le Nazirien, c'est celui qui se consacre à Dieu. Et ce qu'il porte sur sa tête, c'est son vœu. C'est le lien qui l'unit avec Dieu. Donc j'ai une alliance avec mon Seigneur. C'est une couronne, tu vois, comme tous les frères et toutes les sœurs le portent. C'est une couronne. C'est une couronne qui stipule que nous sommes unis avec notre Créateur et que nous avons fait une alliance avec lui. Il est dit qu'un homme qui souhaite se consacrer à Dieu peut faire le vœu de Naziréa, c'est-à-dire qu'il laisse croître librement sa chevelure, que le rasoir ne passera pas sur sa tête, donc nous ne nous rasons pas la barbe ni les cheveux, qu'il s'abstient de certaines nourritures, de tout ce qui provient de la vigne, donc c'est-à-dire que tout ce qui est raisin, tout ce qui est concombre, etc., tout ce qui pousse sur des vignes, nous nous en abstenons, nous ne buvons pas d'alcool. Le vœu, comme il est décrit dans les nombres 6, ça décrit toute une procédure à suivre. Donc certains au sein de l'église orthodoxe éthiopienne ont fait ce vœu-là, d'autres pas. Maintenant, le fait d'avoir des locks ou pas n'est pas une condition. C'est quelque chose qui est personnel, c'est un vœu qui concerne la personne et Dieu. L'homme qui est avec son Dieu se sent plus fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant d'aller à l'examen, par exemple, on va prier. Bon. Ou alors avant de faire un acte qui pourrait présenter un danger quelconque ou autre chose. Donc, d'une manière générale, donc, on doit se donner justement cette force mentale qui peut venir de la religion. Il y a des frères et des sœurs qui pensent que Haïlé Sélassié c'est Dieu, il y en a d'autres qui ne le pensent pas, il y en a d'autres qui pensent que Haïlé Sélassié c'est le paraclète. Donc là, moi, il y a une phrase que Sa Majesté a dit, que la religion c'est une affaire personnelle. Donc, en Martinique, on distingue plusieurs mouvements proches de la culture Rastafari. Tout d'abord, les organisations non gouvernementales, à savoir l'Ethiopian World Federation, le Rastafari Caribbean Organization ou encore le Solidarity Rastafari Foundation. D'autres organisations plus religieuses, comme les 12 tribus d'Israël, l'Ethiopia Africa Black International Congress
ou encore les Nyabinghi. Moi, je suis de l'ordre de Nyabinghi, c'est l'ordre le plus ancien du mouvement Rastafari. En fin de compte, ce sont les premières personnes qui ont parlé de ce concept. Nous, les Nyabinghi, nous disons être, vivre. Vivre dans la sanctification, mais être. Vouloir dire respecter Dieu dans sa création, respecter la nature, respecter les humains, tous ceux qui vivent, et nous vivre pour la gloire de Dieu. Mais notre compréhension de la vie, de la réalité, se base sur les promesses que le Christ nous a faites de revenir comme un homme. Cette foi est basée sur le fait qu'il faut que nous sachions accepter Dieu comme étant aussi un homme, bien qu'il soit une entité qui soit encore plus supérieure à nous. Et comme le mouvement est basé aussi sur la loi de Dieu qui est le libre arbitre et la foi, donc il n'est pas permis de contester la foi des gens, contester les trucs. Il y a une idée primaire à la base, une idée originale à la base. Ceux qui savent entrer dans cette originalité, c'est une bonne chose. Et ceux qui restent dans le concept de la vibration, c'est la même chose pour nous. Nous rendons grâce pour le Père, le Fils et le Saint de la création, le prophète Marcus Moussa Garvey qui nous donne la vision, le prêtre roi Emmanuel, Charles Edwards qui élève l'ordre cérémonial et le roi Haïlé Sélassié Ier. Donc c'est une joie de partager l'image de Dieu avec le peuple qui doit enfin comprendre que c'est cette trinité-là dont nous devrions nous inspirer. C'est-à-dire que nous, qui sommes africains, qui avons été déportés, qu'on a fait travailler en tant qu'esclaves sur les plantations de coton, les plantations sur les canneraies, dans les bananeries, etc. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que notre peuple puisse rentrer chez lui enfin en Afrique. C'est ça l'objectif premier de notre congrès, c'est ce qui peut-être fait notre singularité au niveau du mouvement, parce que véritablement nous savons cet objectif premier. Maintenant, nous savons que pour arriver à cet objectif, il y a aussi une dimension spirituelle. Donc nous sommes une église, nous sommes là aussi pour permettre à chacun d'entre nous de se redécouvrir en tant qu'Africains à travers des valeurs spirituelles, l'amour, la justice, la droiture, toutes ces qualités que nous avons au plus profond de nous-mêmes. D'autres libres penseurs qui n'obéissent à aucun cadre particulier font également partie de cette philosophie Rasta. On compte également le cas particulier de l'Église orthodoxe, qui ne s'apparente à aucun mouvement Rastafari, mais dont beaucoup de membres sont porteurs de dreadlocks. L'association s'appelle l'Ordre d'Union de Juda. Son but est de permettre aux prêtres de l'Église orthodoxe éthiopienne, à l'archevêque de l'Église orthodoxe éthiopienne, de venir célébrer les messes, les baptêmes, les mariages, comme ça a déjà été fait. Donc notre association a un but logistique. Beaucoup de nos membres ont des locks, maintenant beaucoup d'autres n'en ont pas. Notre église est quand même ouverte à tout le monde, de tout horizon, de toute nationalité et de tout genre. La chose la plus importante, c'est de reconnaître l'avènement de Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans. Nous organisons des réunions pour justement démystifier et mettre en avant la parole du Christ, premièrement, et les conseils de l'empereur Haïlé Sélassié qui lui nous ramène vers le Christ. Haïlé Sélassié a fait reconnaître au monde entier que l'église orthodoxe éthiopienne était la première église au monde. 450 ans avant l'Europe, les Africains, les Éthiopiens étaient déjà chrétiens. Donc l'orthodoxie éthiopienne n'a pas fait de rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils suivent toujours et ils sont les gardiens de la vraie foi orthodoxe éthiopienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien modifié, ils n'ont rien changé au commandement du Christ. L'empereur, quand il est venu dans la Caraïbe, c'est l'héritage qu'il a laissé. Après être allé à Trinidad et Tobago, il a été en Jamaïque et il a vu que on avait besoin en fait de retrouver un petit peu les origines spirituelles. Et nos origines spirituelles sont liées au christianisme, mais au christianisme africain. C'est une histoire qui date quand même d'il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas un mouvement qui date de 1958 ou de 1960. C'est quelque chose qui date depuis l'avènement du Christ. Pour ceux qui ont faim et soif, nous supplions que Dieu leur accorde leur nourriture quotidienne. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Sans Dieu, nous pas rien. C'est par la prière qu'on a tout, comme je dis que la prière même, c'est toute la vie, tout le temps, c'est pas un temps le matin ou bien le soir, c'est tout le temps, chaque moment que tu... Combien de fois aujourd'hui que tu as fait ça?
Tu ne peux pas compter. La nuit, quand tu dors, tu continues à faire ça. Donc, tu vois ce souffle de vie là que tu as là. C'est une faveur imméritée. Tu dois repenser déjà tout le temps. Chaque fois que tu fais ça, tu as l'idée, tu dois prendre le temps pour remercier Dieu, pour dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Parce qu'il y a des endroits que les gens ne peuvent pas respirer parce que l'air est déjà pollué. Il y a des endroits que tu ne peux pas voir les arbres fruitiers comme ça. Tu ne peux pas entendre les cris des oiseaux, le bruit de la rivière. Donc, tout le temps, on doit remercier Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande simplement de le louer à la nouvelle lune et puis à la pleine lune. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, nous cachons à Bengi. La musique reggae, la musique populaire des ghettos noirs, c'est pas spécialement la musique. Rasta en a fait une arme de propagande, mais la vraie musique Rastafari, c'est Naya Bengi. C'est une musique de louange, c'est une musique qui rend grâce au Seigneur, c'est une musique d'unité, c'est une musique de paix, d'harmonie, qui permet aux frères et aux sœurs de se retrouver dans la fraternité humaine et dans la paternité de Dieu. Le Naya Bengi, c'est une musique qui est basée sur des tambours comme ça, des tambours de basse. Il peut y avoir 4, 5, 6, c'est des tambours de basse. Celui-là, c'est le solo, ça s'appelle le repeater. Hein? Il a un son qui est un peu différent et il y a la grosse caisse. C'est un son qui est basé sur le rythme du corps, du cœur. Donc ça fait un peu. À la base, ça fait comme ça. Alors on peut chanter, il y a plein de chants de louange. Je vais essayer de vous chanter un morceau, par exemple. Il y a un chœur, donc il y a les musiciens, les groupes là, les gens qui jouent les percussions, et puis il y a une chorale. Donc elle peut être limitée comme elle peut être illimitée. Et c'est un chant qui se chante en commun. Voilà. S'il faut interpréter cette musique que nous pratiquons, Naya Bengi signifie mort aux oppresseurs. Donc nous rendons grâce aussi pour les éléments naturels, tremblements de terre, éclairs et tonnerre. Nous avons 3 tambours qui représentent ces 3 éléments-là, le fundé qui représente le tremblement de terre, le kété, les éclairs, la basse, le tonnerre. Donc nous rendons grâce véritablement pour cette ancienne tradition. Pour moi, ma philosophie, c'est que toutes les musiques sont magiques. Toutes les musiques viennent du Très-Haut. Toute inspiration, que ce soit musique, écriture, toute création qui passe du haut vers le bas, vers l'homme, mais il est bon. Après 30 ans de présence sur les territoires, l'influence du mouvement se fait ressentir dans divers pans de la culture martiniquaise actuelle. Au fond, comme toute religion, le mouvement Rastafari est porteur donc d'une culture. Et en particulier, je pense qu'il est aussi porteur d'une expression artistique. Et en particulier aussi, on pourrait même dire également d'une expression artisanale. Le mot frère n'est pas rentré dans la vie sociale avec la religion catholique. Le mot frère, sœur, parce qu'au début, on disait les frères, le Cameroun, mon pas frère, pas crier mon frère, ou moi c'est frère du go baba. Les gens répondaient ça, mais maintenant, tout le monde dit frère, tout le monde dit sœur. Tout le monde a dit check ça, yes ça et tout ça, tout le monde a dit ça, même ta un bureau a dit ça, c'est Rasta qui mène ça, c'est Rasta qui mène tambour. Parce que le tambour, même, nous ne pouvons pas jouer tambour en pays, c'est Rasta qui mène un tambour. Je me rappelle, les premiers Rasta de Martinique, c'est eux qui ont joué tambour, le carnaval, la BN par Fort-de-France, c'est eux qui mènent ça. Après le Bel et tout ça, c'est venu. Donc Rasta sa place dans le culturel. L'artisanat, c'est Rasta qui a fait. D'autres monde qui a fait, mais c'est Rasta qui commence à prendre un calbas ici et puis manger. Après tout le monde a terminé calbas qui a fait ça. C'est Rasta qui a pris, qui prend un morceau de terre, la glaise, il fait en canari, en coco nègre. Et qui est-ce qui a gardé le feu de bois, les 3 roches? Qui est-ce qui a gardé comme entrée, c'est le Bakwa?
Qui est-ce qui a gardé comment utiliser le vétiver, le tressé pour faire des chapeaux, comme fait le frère? Et un anti-cancérigène pour le cuir chevelu, Rasta. Qui est-ce qui a gardé les maisons en paille, en bois? Rasta. Qui est-ce qui a gardé le jardin local? Rasta. Qui est-ce qui a arrêté l'agriculture, les produits chimiques? Rasta. Qui est-ce qui garde ses enfants à la maison, leur donner l'éducation? Rasta. Qu'est-ce que vous voulez encore? Le linge, Rasta, le style. Mais maintenant, regardez, c'est devenu une mode, Rasta. Et par rapport au système, effectivement, les gens ils disent comme quoi qu'ils ne veulent pas de Rasta, qu'ils ne veulent pas ce qu'on est, mais on a tout pris de ce qu'on avait. C'est-à-dire le Virgin Rouge, ce n'est pas le Rasta qu'ils vendent, maintenant c'est tout le monde qui vend du Virgin Rouge. Les locks, maintenant, c'est tout le monde qui met des locks, même si on ne veut pas être Rasta. Manger naturel, effectivement, c'est tout le monde qui voit que de nos jours, il faut manger naturel. Les Rastas auraient donc été les avant-gardistes de beaucoup de nos préoccupations actuelles, tant concernant l'environnement que le bien-être individuel. Le vert, le jaune et le rouge, c'est pas nous qui la roman. Mais existe-t-il d'autres valeurs partagées par les Rastas? Alors il y a un autre élément qui est un élément important de la philosophie, c'est la croyance en une sorte de fraternité. Et surtout en la communauté, l'importance de la communauté. Ça me semble un élément important de cette philosophie Rasta. Donc, vous voyez, je parle de philosophie et je dis aussi religion. Ça n'est pas incompatible. Et on pourrait même ajouter d'ailleurs idéologie. Ça n'est pas non plus incompatible. Ce que je fais, c'est que j'ai appris le métier d'ingénieur du son. Dia, tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec justice, il l'a fait avec mesure. Tout est parfait, donc moi, mon métier, je dois le faire bien pour rendre hommage à Dia. À la communauté, nous sommes en train de travailler, toutes les communautés, en ce moment. Nous faisons des choses le dimanche et le mercredi. Nous faisons les états généraux de la communauté Rastafari et dans ces états généraux se retrouvent les Bobo Dued, il se retrouvent les 12 tribus d'Israël, il se retrouvent les orthodoxes, il se retrouvent tous ceux qui font la composante du mouvement Rastafari. L'exemple qui nous a été donné par le mouvement du 5 février est véritablement important parce qu'il nous a inspiré aujourd'hui, nous en tant que Rastafari, à nous réunir et à essayer de faire un. Donc c'est un processus difficile parce que ça demande que chacun mette de côté ses ambitions personnelles ou ses ambitions en tant que groupe, etc. Ou peut pas aliment là, peut mettre un banc de table, quoi aliment là, faut mettre un table là pour tout le monde, ouais, donc ça même sans lumière. Donc ça doit mettre les quoi dans tout ça, ouais, dans la vie politique là, il y a place là. Parce que actuellement ça quand nous payer l'impôt directement mais nous l'autre on payer l'assurance, on payer lumière. Donc moi dans la vie ouais comment parler parce que moi pas vivre bon comment peut pas parce que si moi aller là il va venir dénicher moi. Que l'école nous parler nous les mouvements nous là nous quoi faire chamay nous caille l'école en système là on comprend. Teacher, I beg you ring the bell. Teach your children, teach them how to spell. R-A-T rat, M-A-T mat, C-A-T cat. Look at that, look at that. La place des femmes et de l'éducation sont des préoccupations importantes dans la communauté, tout comme elles peuvent l'être dans le reste de la société. Ah, ton papa a des locks, ah, ton papa c'est un drogué, ah, ta maman, voilà, elle n'est pas... Tu vois, je pense que ce sont des enfants qui ont été éduqués avec beaucoup d'ouverture. On ne leur a jamais rien imposé, c'est-à-dire qu'au début, ils avaient des natty-dread. À un moment, ma première fille a dit elle ne veut plus. Donc son père lui a enlevé chaque natty-dread. Et à l'âge de 11 ans et demi, elle a dit « je veux mes locks ». Jusqu'à aujourd'hui, elle les a, elle est prof. Quand ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, ce que les autres faisaient, ils ne pouvaient pas se permettre de le faire. Mais je pense que les parents adventistes, les parents Jéhovah et tout font la même chose que nous. On les a toujours mis en garde. Ils ont une façon de penser, ils ont une façon de se battre. Et on les a laissés libres de choix. Par contre, ils ont aussi une façon de penser le mouvement Rasta. Ils ne sont pas trop d'accord avec les frères et les sœurs. Mais ça, c'est leur vécu à eux. Ils savent pourquoi. Parce qu'ils ont pris des positions dans la vie. Ce sont des enfants qui ont écouté leur père et leur maman. Ils ont fait des études. Et surtout les filles, on leur a dit, il faut que vous soyez indépendantes. Que vous ayez un mari ou pas, il faut que vous soyez indépendantes. Donc, ayez un métier.
sachez vous débrouiller. Nous n'avons aucune fortune, nous n'avons rien. Donc vous n'avez qu'une chose. Le seul capital que vous avez, c'est ça. C'est pas systématique que les enfants reproduisent le modèle des parents. D'ailleurs, nous-mêmes, on est l'exemple typique. Moi, j'ai fait des choix extrêmement contraires à ce que mes parents m'avaient inculqué. Donc moi, je m'attends totalement à cette situation avec ma fille. Et je ne vais pas rentrer dans un affrontement. Elle va vivre dans un environnement effectivement peut-être rasta. Elle va savoir ce que c'est fondamentalement et foncièrement ce que c'est qu'être rasta. Mais ça lui permettra de faire un choix ensuite. Cette notion d'être soi-même est une notion extrêmement importante pour le mouvement Rastafari. Et donc, être soi-même, ça veut dire chercher précisément cette force dont ce qui caractérise ce mouvement, donc, on va dire afro-chrétien, hein, ou afro-caribéen, dans sa caractéristique géographique et ethnique. Et donc, on va chercher cela précisément en Afrique et en particulier en Éthiopie. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. Être soi-même, vivre dans le respect de la nature, se consacrer à Dieu sont donc les maîtres mots de la communauté Rastafari. Mouvement jeune, au regard critique et qui a su se faire sa place au sein de la société martiniquaise. La notion de Martiniquais ou de Guadeloupéen ou de Saint-Lucien, toutes ces choses-là n'existent pas. Nous sommes tous un, nous sommes des Africains. Nous avons pour espoir, nous avons pour but, pour objectif, pour ambition de rentrer chez nous en Éthiopie, Afrique, parce que Sa Majesté Haïlé Sélassié nous enseigne que l'Afrique attend ses créateurs. Donc tous ceux qui ont des ambitions, quelles qu'elles soient, devraient les mettre au service de l'Afrique, faire de l'Afrique une étoile brillante dans la constellation des nations. Comme Marcus Moussa Garvey nous dit, et je vais conclure, il est temps pour nous, le peuple noir, les Éthiopiens africains, de mettre de côté les héros d'autres nations, voyez, et de enfin émuler, oindre, consacrer nos propres héros et héroïnes noirs qui ont contribué, voyez, aussi des martyrs et des saints, des prophètes noirs. Nous en avons donc l'honorable Aimé Césaire rentre dans le panthéon des héros et ce jour-là, il est très approprié pour se souvenir qu'il nous tournait aussi vers l'Afrique et qu'il a parlé de solidarité, de points établis entre les Antilles et le continent africain. Très haut. Selassie, Jah, Rastafari. L'esclavage de ce siècle existe sous une autre forme, mais elle est là. Donc c'est aux gens de sortir de cet esclavage qu'ils ont dans les méandres de leur pensée, de leur conscience. On dirait que la Martinique commence à sortir d'une forme de torpeur. Les violences que nous voyons, tout ça, ce sont les prémices, des signes annonciateurs de ce qui vient après. C'est comme le vent qui annonce la tempête. Et ce n'est pas encore la tempête, hein. Ce sont des signes annonciateurs. C'est le vent qui dit qu'il va pleuvoir. La pluie n'est pas encore arrivée sur la Martinique. Ça va venir parce que nous ne pouvons pas être des spectateurs de ces réalités d'autres endroits en pensant que nous sommes protégés dans un cocon. Comme il disait Frantz Fanon, chaque génération a une mission pour accomplir selon l'opacité de sa vision. C'est la remplir ou la trahir. Ah ouais, on a des prophètes aussi en Martinique. Hein? On a des prophètes en Martinique. C'est que les gens n'ont pas analysé la profondeur de ces mots-là. Mais ces mots-là sont significatifs d'aujourd'hui. De nos jours, il faut savoir ce que tu veux. Et effectivement, savoir qu'on est encore chez papa et maman. Le but, c'est toujours faire plaisir à papa et maman. Sinon, on se retrouve à la rue, on se retrouve dans les trucs sociaux, etc. Qui veut dire qu'il n'y a plus personne pour t'aider, plus personne pour t'écouter. Et avoir un minimum d'ambition, de se dire, je sais qui je suis et qu'est-ce que je fais. Parce que quand tu sais qui tu es et ce que tu fais, là, après les autres, ils peuvent te dire n'importe quoi, mais toi, tu es déter et tu sais qui tu es et ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Comment je vais dire, il y a l'histoire que j'aime bien, le lièvre et la tortue. Le lièvre, il part vite en disant qu'il va gagner la course parce que c'est pressé, c'est vite. Et à la fin du film, on te fait voir que c'est la tortue qui a gagné. Parce qu'elle a bien pris son temps, elle a bien calculé ses affaires et c'est elle qui a gagné la course. Alors pour tous les jeunes qui sont pressés, je leur dirais, pensez à la tortue qui a gagné la course. Ok? Bonjour. Ouais. S'il faut parler vraiment aux jeunes filles, moi ce que je leur dirais, certaines se posent des questions, ont envie de rentrer dans le mouvement, peut-être. Ne le faites pas parce que vous êtes tombée amoureuse ou que votre petit copain est rasta. Faites-le pour vous-même. Et puis pas de foi, quoi. Une femme, moi je dis que c'est nous qui portons la nation. Donc c'est fondamental qu'on ait notre place dans cette société, qu'on soit rasta ou pas. Et donc n'ayez pas peur d'avoir vos objectifs et d'avoir des ambitions. Ambition familiale, certes, ambition maternelle, certes, mais d'autres ambitions aussi en tant que citoyenne, parce qu'on a notre place à prendre dans cette société et il est temps qu'on la prenne.
c'est hyper important au jour d'aujourd'hui de respecter nos hommes. Parce que nos hommes sont là. C'est vrai qu'ils ont plein de défauts, autant que nous. Mais si nous, en tant que femmes, on ne respecte pas l'être qui est en face de nous, qui fait que nous soyons un seul, on va arriver à rien. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Parce que le truc, c'est s'aimer. Si on s'aime, on va avancer. D'abord entre nous. Quand on s'aimera totalement bien entre nous, qu'on sera fort, on va pouvoir aimer les autres. Pas comme ce que j'ai vu dans certains coins en France. Tu as 20 Antillais, ils sont tous les 20 ensemble. Ils sont en France, mais ils sont ensemble. Ils bougent ensemble. Ils sont en caste. C'est pas ça. Quand tu bouges, il faut que même si tu es seul ou bien vous êtes à deux, mais que vous soyez indépendants, c'est-à-dire un être humain entier sur la terre parmi les autres êtres humains, avec la différence. Il faut que ça fasse bouger plus, faire plus de bagailles, parler, faire conférences, faire bagailles, inculquer quoi dans la vie culturelle, jouer tambour, chanter, faire docteur, parce que c'est pas un qui chante, nous pas besoin qui chante, faire docteur, faire procès, vous comprenez? Tu vas à la Dominique, il y a des avocats, les deux premiers avocats, c'est des Rastaman à la Dominique, vous comprenez? Saint-Kitts, les boucs qui sont dans le gouvernement, c'est des Rastas. Pas faire bail bamoun, parce que c'est chaque monde et puis déjà, ouais. Nous ne pouvons pas vivre pour le monde, nous pouvons vivre pour Rastafari, pour Dja. Parce que ce qui se fait dans le secret, Dja ils savent, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on être vrai dans tout ça nous avons fait. Des fois une spiritualité qui ne correspond pas à ce que nous sommes en réalité. Mais tout simplement parce que l'histoire a été falsifiée et que, comme le dit le Christ, c'est simple en fait. La vérité vous rendra libre. En connaissant tout simplement la vraie histoire, pas celle qui nous a été mal racontée par les colonisateurs, mais quand on va véritablement se tourner vers la découverte de l'histoire du peuple noir, on va réaliser que tout simplement le christianisme, le judaïsme, etc., tout ça, ça sort de l'Afrique. La spiritualité, l'origine de l'humanité, tout ça, c'est l'Afrique. Il faut que l'homme noir se réapproprie sa vraie histoire, son vrai culte, sa musique. Nous considérons que nous avons eu des grands-pères fondateurs ici. Nous avons Aimé Césaire, François Fanon, c'est eux qui ont permis à tous les Afro-Américains de se libérer. Les jeunes doivent profiter de la civilisation moderne, ils doivent travailler dur, ils doivent avoir de grands projets. Ils doivent participer pleinement au développement de l'humanité. Créer des emplois. N'attendez pas qu'on crée des emplois pour nous. Créer des associations. Œuvrer pour contrebalancer la force qui veut justement tout contrôler. Les jeunes sont très diplômés. J'ai envie de leur dire de continuer à étudier, de continuer à s'instruire, car l'ignorance entrave la progression. Il n'y a que par la connaissance que tu as accès à une certaine forme de liberté. Parce que quoi qu'il fasse, même si demain on parle de marque de la bête, on parle de choses, de contrôle, de système état-contrôle, ta seule liberté c'est ce que tu as là. Et ça ils peuvent pas prendre. À chacun sa vie, même si elle pèse, ouais. À chacun son coin de paradis, c'est man, fais le tri et choisis toi-même. Choisis toi-même, c'est à chacun sa vie, même si elle pèse, à chacun son coin de paradis, c'est man, fais le tri et choisis toi-même. Choisis toi-même, va vers ton but, ta destinée, ne te laisse pas influencer. Prends un temps pour pouvoir méditer. La devise, ne jamais laisser tomber. Même quand c'est dur, il ne faut pas s'arrêter. Non, 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 même quand certains te conseillent d'abandonner. Posément, est ton destin, fais ton chemin. Wow, 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 wow. Tu le tiens entre tes mains. I tell you my friend, c'est à chacun sa vie, même si elle pèse, à chacun son coin de paradis, c'est man, fais le tri et choisis toi-même. Choisis toi-même, c'est à chacun sa vie, même si elle pèse, à chacun son coin de paradis, c'est man, fais le tri et choisis toi-même.
choisis toi-même. Et chaque jour un peu plus sienne, comme l'oiseau fait son nid. Tu bâtiras ton toit, ton coin de paradis. Les oppresseurs exploitent le ghetto, comme un lion la serre un taureau. Il vide de toute vie, puis déclare le diamant décidé. Regarde en Éthiopie, des bombes ont brûlé le pays. Un peuple meurt, c'est Mussolini en guerre contre le roi.